Merci d'être avec nous sur Radio J. Comme tous les matins, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Et comme chaque lundi, nous retrouvons Raphaël Jérusalemi, analyste défense sur i24 News. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Raphaël d'être avec nous comme chaque semaine. Alors on parle évidemment de ce qui a fait l'actualité ces derniers jours, l'élimination du chef du Hamas, Yahya Sinwar, instigateur des massacres du 7 octobre en Israël. Alors est-ce que cette élimination est un tournant dans la guerre, Raphaël ? Absolument, car comme Hassan Nasrallah pour le Hezbollah, Sinwar pour le Hamas était bien plus qu'un simple chef. Il était un personnage symbolique, il était un génie politique et stratégique. Bref, c'est une personne qui va être très difficile à remplacer, tant sur le plan donc du charisme entre guillemets que de l'efficacité géostratégique. Alors bien sûr il y aura un remplaçant, on ne saura d'ailleurs peut-être pas son identité, car si son identité est dévoilée, il sera évidemment le prochain à être dans le collimateur des forces israéliennes. Ce remplaçant va être choisi par un comité secret, une sorte de concile des sages du Hamas qui s'appelle la Shura. Ce sont eux qui décident de qui va prendre les rênes du Hamas, mais il y a ici une occasion à saisir pour Khaled Mashal, par exemple, qui habite au Qatar, et pour les dirigeants du Hamas qui vivent à l'étranger et à qui, en fin de compte, Sinwar avait raflé le pouvoir. Et ça pourrait être un changement de la donne. Le plus important dans cette élimination de Sinwar, c'est la possibilité que ça donne peut-être de relancer la négociation pour la libération des otages, qui, je le rappelle, est l'objectif principal, primordial, absolu de l'offensive contre Gaza. Effectivement, il reste toujours 101 otages dans la bande de Gaza, morts et vivants. Alors sur cette élimination de Yahya Sinwar, l'armée a publié de nombreuses vidéos, notamment avant son élimination. On le voit notamment filmé par un drone israélien. Certains disent que Tzahal a pu faire une erreur de communication. Aujourd'hui, cette image est reprise en effet par des jeunes nourris à la propagande anti-israélienne. Est-ce qu'Israël a eu raison, selon vous, de diffuser ces images de Yahya Sinwar? Oui, tout à fait. D'abord parce que c'est la vérité et Israël n'a pas peur de la vérité. Moi, personnellement, quand je vois ces images, je vois une sorte de cafard qui se fait écraser et rien d'héroïque du tout. On voit quelqu'un de détruit et quelqu'un qui a perdu évidemment la guerre et qui est en train de se faire éliminer par son ennemi juré, par les gens qui le détestent le plus, c'est-à-dire les Juifs. C'est l'humiliation ultime. Une lâcheté incroyable parce que d'abord, il a eu surtout peur d'être capturé vivant. Il n'est pas mort héroïquement du tout. Sa plus grande crainte, c'était d'être capturé vivant et de faire l'objet d'un procès retentissant qui aurait permis à Israël, d'ailleurs, comme pour le procès d'Adolf Eichmann, l'ancien nazi, de expliquer au monde toutes les atrocités que cet homme avait commises. On trouve aussi dans la documentation qui était sur Sinwar lui-même, qui s'apprêtait en fait à s'enfuir, avec des faux passeports et de l'argent. On trouve dans cette documentation la lâcheté depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, il s'est encouru dans les tunnels avant tout le monde. Il a laissé tomber non seulement les Gazaouis, mais même ses propres combattants terroristes pour aller se mettre à l'abri lui et lui seul. Il a tout fait pour survivre aux dépens des autres. Donc je vois vraiment pas ce qu'on peut trouver d'héroïque dans les images qu'on nous montre. Oui. On voit un type complètement détruit et moi je me réjouis de les voir. Je regrette effectivement qu'il n'a pas été capturé vivant pour rendre compte de ses crimes. Alors, une autre question aussi se pose dans cette actualité, ce contexte, c'est la riposte israélienne à l'Iran qui est toujours attendue, plus de 20 jours après l'attaque iranienne sur le territoire israélien. On sait que les États-Unis sont aux côtés d'Israël. La batterie de défense antimissile américaine est désormais d'ailleurs opérationnelle en Israël. Est-ce qu'on va s'attendre là dans les prochains jours, peut-être même les prochaines heures, à une attaque d'Israël contre l'Iran? Elle peut avoir lieu à tout moment, mais rien ne presse dans la mesure où effectivement les Iraniens, on veut s'assurer du soutien américain
et pas un soutien juste politique ou financier, mais bien physique, concret sur le plan, en tous les cas, de la défense antiaérienne, ce qui est effectivement le cas avec non seulement la batterie THAAD qui vient d'être déployée sur le sol israélien, donc une batterie très très puissante américaine avec une centaine de soldats américains qui doivent en assurer le fonctionnement, mais aussi la présence massive en Méditerranée de navires de la marine américaine qui sont capables de doubler tout simplement notre capacité de nous défendre contre les attaques iraniennes. Et en plus, rien ne presse parce que nous jouons avec les nerfs des Iraniens. Les Iraniens sont en pleine panique, en pleine paranoïa, parce qu'ils ne savent pas du tout par où ça va venir, quand ça va venir. Et donc, c'est excellent, on est en train de les fatiguer avec ces jours d'attente pendant lesquels ils ne savent plus où donner de la tête. Les États-Unis qui enquêtent par ailleurs sur la divulgation de plans d'attaque israéliens contre l'Iran, des documents qui ont été diffusés sur Internet ce week-end qui révèlent que les 15 et 16 octobre, l'armée de l'air israélienne a mené des exercices et des répétitions en vue d'une attaque contre l'Iran. Ça n'aurait jamais dû sortir justement cette information dans la presse, Raphaël? Alors, d'abord, l'armée israélienne a déjà mené des dizaines de manœuvres de ce genre avec ou sans les Américains, avec ou sans d'autres, d'ailleurs, forces aériennes. Nous avons eu des manœuvres avec, par exemple, l'armée de l'air grecque. Oui. Et donc, ces manœuvres-là d'entraînement à une éventuelle attaque de l'Iran, c'est plutôt de la routine. Le fait qu'il y ait des fuites, on le sait aujourd'hui, avec l'Internet, il y a des gens qui sont capables d'atteindre certains sites sensibles, sécuritaires, donc des hackers, mais il y a aussi des fuites qui sont faites par des gens à l'intérieur même des institutions de défense. C'est le prix à payer de la modernité. En Israël, on a eu plusieurs fois des fuites de ce genre, même par des ministres qui ont voulu fanfaronner, qui ont voulu montrer qu'ils savaient tout, qu'ils avaient tout compris. Ils sont adressés à la presse ou autrement, et on fait des fuites. Et le problème des fuites existe partout dans toutes les institutions politiques et de défense du monde entier. C'est un véritable problème. Dans ce cas précis, pour l'instant, ce qui a été dévoilé n'est pas trop nuisible à la sécurité d'Israël, mais on craint qu'il y ait d'autres documents qui soient dévoilés par la suite. On espère que ça va s'arrêter là, mais on n'est pas sûr. Et on cherche effectivement qui est responsable de cette fuite. Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur de l'institution du Pentagone ou c'est quelqu'un de l'intérieur? Alors, important aussi de revenir avec vous sur ces tensions entre l'armée israélienne et la FINUL. Alors, la semaine dernière, vous interveniez déjà et vous disiez que au Liban, la FINUL commettait des crimes de guerre. On le voit, la FINUL qui affirme désormais qu'un bulldozer de Tzahal a détruit une de ses tours d'observation à Marwahin dans le sud Liban. Est-ce qu'on a d'autres informations, des développements autour de ces tensions entre la force de l'ONU au Liban et Israël? Écoutez, c'est très simple. La pilule, d'abord, ne sert à rien. Donc, elle est une épine dans le pied pour tout le monde, inclus les Libanais eux-mêmes, puisque, en fin de compte, c'était les Libanais qui auraient dû bénéficier de la présence sur leur sol de ces casques bleus. Or, il n'en est rien, comme on le voit. La FINUL, depuis qu'il existe, a laissé le Hezbollah s'installer, se renforcer. Ils n'ont absolument rien fait. Donc, ils ne servent à rien. D'un autre côté, on n'a rien contre eux. Ça ne sert certainement pas à se frotter à eux, mais ils sont au beau milieu d'un théâtre d'opération, ils sont au milieu d'un champ de bataille qui refusent d'évacuer, et parfois, pour la sécurité de nos soldats, il est nécessaire d'intervenir. Mais il est évident que ça pourrait arriver aussi avec l'armée libanaise. Nous avons eu un incident similaire, même un peu plus grave, avec l'armée libanaise, où 2 soldats libanais d'ailleurs ont péri. Avec un véhicule qui s'approchait dangereusement des forces de Tzahal. Il est évident que nous n'avons pas envie de déclarer la guerre au Liban ou à l'armée libanaise non plus, mais lorsqu'il y a un théâtre d'opération et pour assurer la sécurité de nos troupes, nous sommes obligés d'intervenir, même contre des éléments qui ne sont pas hostiles et envers qui nous ne sommes pas hostiles. Ceci étant dit, la FINUL a souvent été hostile à Israël, absolument pas neutre, alors qu'il doit être neutre, pas du tout neutre, très politisé, et souvent avec des chefs et des commandants, j'ose dire de quel pays, Espagne, Irlande, etc.,
où la politique anti-israélienne est d'une telle virulence que les commandants sur le terrain, même s'ils portent un casque bleu, ne portent en fait que leur casque espagnol ou irlandais avec un antisémite écrit dessus. Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Beaucoup d'actualités à chaque fois, chaque semaine effectivement, et je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci beaucoup.